Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préambule. Je remercie vivement Pascal Lemare pour le travail engagé à travers ce livre de recueil. C'est un livre totalement transparent sur l'histoire et l'évolution de l'accompagnement des enfants placés à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, 3 lettres qui résonnent quelquefois de façon douloureuse et d'autres fois de façon plus joyeuse. Ce travail à la fois de recherche, d'échange avec des anciens enfants placés, de collecte d'informations auprès du département et son service de l'ASE, nous montre toute la complexité de la mission des travailleurs sociaux. Nous traversons dans ce livre quelques décennies et partageons les histoires singulières d'enfants, dont les parcours les ont amenés à être confiés à l'ASE et accueillis dans des établissements ou en famille d'accueil. Il est toujours difficile pour une société de regarder en face le sujet de l'enfance, de l'abandon, des maltraitances. Il n'en reste pas moins qu'il a fallu faire évoluer les lois, les pratiques pour protéger ceux pour lesquels il y avait un danger. Les pratiques professionnelles ont évolué. Les établissements habilités, les familles d'accueil travaillent ensemble et le plus souvent possible avec les enfants eux-mêmes et les familles, quand la situation le permet. Je veux saluer ici les récits des personnes qui se sont livrées. Les propos sont justes, dans une mémoire qui paraît intacte, directe sans esprit de revanche, des récits souvent bouleversants. J'ai beaucoup appris depuis que je suis élue au département, en qualité de vice-présidente en charge de la protection de l'enfance. J'ai croisé des enfants placés sûrement plus heureux que dans leur famille, des professionnels les investis ES, des équipes d'encadrement passionnées par leur métier. Il faudra toujours adapter les politiques pour améliorer l'accueil et l'accompagnement de ces enfants. C'est le rôle d'une société humaine. Il faut donc avoir un regard juste et une évaluation régulière pour permettre aux élus ES de transformer des politiques quand cela est nécessaire. L'enfance est un lieu auquel on ne retourne pas, mais qu'en réalité on ne quitte jamais. Rosa Montero. Alors, permettons à ces enfants qui deviendront les adultes demain de se construire de la façon la plus sereine possible. Madame Nathalie Lecordier. Vice-présidente chargée de l'enfance et famille, de la prévention spécialisée et de la santé, élue du Conseil départemental de Seine-Maritime. Avant-propos. Les constats. Ce recueil met en évidence une évolution des pratiques vers la progression qualitative de la prise en charge des enfants, dans les directions données par la loi récente, 14 mars 2016. Celle-ci place l'enfant au cœur du dispositif. Elle s'attache à satisfaire ses besoins fondamentaux. La stabilité, grâce à une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique, un bien-être physique et moral, la possibilité de s'appuyer sur des adultes par le biais d'un lien solide. Ce livre vise aussi à sensibiliser l'ensemble des professionnels à l'observation des effets qu'ont leurs actes éducatifs au quotidien. Aiguiser le regard conduit naturellement à penser à de nouvelles pratiques professionnelles, pour prévenir d'éventuels manques passés souvent inaperçus en leur temps. S'appuyant sur la mémoire de ceux qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance entre 1960 et 2017, et de ceux qui y ont travaillé entre 1980 et 2017, ce livre constitue une ressource documentaire et une trace vivante sur ces années de placement. Il se veut un outil de communication, d'information et de formation à l'attention des professionnels des services de la protection de l'enfance et de leurs partenaires que sont les maisons d'enfants à caractère social, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, du milieu ouvert. Nous l'avons pensé comme un support de travail utile à ceux qui sont engagés dans l'élaboration et l'application des différents dispositifs visant la constante amélioration des soins apportés aux enfants séparés de leurs parents, schéma départemental de l'enfance, projet de service du service d'accueil familial et de l'ASE, réseau ASE. Celui qui a dû être précocement retiré à ses parents et placé en famille d'accueil ou en institution, a manqué d'être le plus bel enfant du monde, d'être porté par l'amour absolu de ses parents. Confié à l'aide sociale à l'enfance, son parcours est rarement linéaire et il lui a fallu aménager sa pensée et son existence pour s'adapter à des épreuves exigeantes à chaque étape de son développement. Peu de professionnels savent ce que deviennent à l'âge adulte les enfants et adolescents dont ils se sont occupés, notamment lorsque ces derniers ont eu affaire à trop d'intervenants ou ont subi une succession de lieux de placement.
Le dossier de l'enfant est constitué des évaluations et des notes des équipes en charge de l'enfant, auxquelles s'ajoute la correspondance échangée avec ses parents, le juge des enfants ou le milieu d'accueil, les jugements de placement, les bulletins scolaires. Les psychologues qui accompagnent ceux et celles qui étaient de l'aide sociale à l'enfance, lors de la première lecture de leur dossier, peuvent mesurer l'importance des révélations contenues. Dans ces instants, il n'est pas rare que naisse l'envie d'écrire leur version de l'histoire, tant cette consultation a ouvert de nouvelles brèches dans les émotions et les réflexions. En les invitant à témoigner ici, nous avons pu recueillir les formulations, les mots, les images qu'ils posent sur leurs souvenirs. Il est parfois difficile pour des professionnels d'entendre la version de ceux qu'ils accompagnent, parce que ce regard rétrospectif amène inévitablement à pointer les limites du travail accompli dans le cadre des missions départementales de protection de l'enfance. Personne n'ignore que le travail social est complexe, parfois déroutant, et que certaines conditions de travail ne facilitent pas la tâche. Les constats peuvent avoir un goût amer lorsque les témoins parlent de manque, rendent compte de malentendus, d'absence, d'incompréhension, de souffrance voire de maltraitance pendant le placement. Mais ces adultes peuvent aussi être considérablement chargés de gratitude vis-à-vis de ceux qui les ont aidés à grandir. Loin de ce que l'on pourrait imaginer, c'est rarement la rancœur ou le désir de régler des comptes avec l'institution qui conduisent les anciens placés de l'ASE à consulter leur dossier. Ces ressentiments n'ont pas été davantage à l'œuvre chez les personnes désireuses de nous livrer leurs témoignages. En ce qu'elle permet la reformulation de certaines incompréhensions, la prise de parole a pour but d'alléger le poids de cette trajectoire qui reste une particularité une fois devenu adulte. Faire le récit de cette expérience de vie n'est pas simple pour celui qui a connu un parcours chaotique, car remonte à la surface des souvenirs longtemps restés enfouis. Il a donc fallu un réel courage pour nous accorder ces entretiens, mais aussi un sens fort de l'engagement pour que d'autres trouvent dans leur témoignage un support et un éclairage qui les guideront à leur tour. C'est pourquoi il nous semble que cette parole, qui exprime parfois ce qui n'est jamais dit ou ce que l'on a du mal à entendre, nous conduit avantageusement à revoir nos pratiques. Il s'agit pour nous d'apprendre de leur expérience pour accompagner aujourd'hui les enfants en douceur, au plus près de leurs besoins, en leur épargnant nos improvisations hâtives ou la brutalité de trop fréquents changements de situation. Il nous est apparu essentiel de donner la parole aux professionnels qui, à des titres divers et à des époques différentes, ont accompagné les enfants, leurs familles et les assistantes et assistants familiaux tout au long des placements. Ils nous ont ainsi apporté leur éclairage sur le contexte de leur travail et leur représentation des missions qui leur sont ou ont été attribuées. L'ensemble des perceptions exprimées donne ainsi l'occasion aux uns et aux autres de se connaître, de se reconnaître, de partager des points de vue et approches du placement et de ses effets. Enfin, nous avons voulu aller plus loin en permettant aux personnes créatives de témoigner selon leurs désirs par leur production artistique, leurs propres photos, dessins, peintures, poèmes et textes. Nous les remercions de leur contribution. Nous avons fait le choix de rassembler par thème une variété d'expériences de placement, recueillies sans critères de sélection, ce qui explique la diversité des propos et des points de vue. Nous aborderons ainsi le placement, la vie en famille d'accueil, les liens avec les parents, le sentiment d'être différent des autres, la vie affective et l'intimité durant le placement, la question de l'adoption, l'accompagnement des services éducatifs, la fin du placement, la connaissance de son histoire et les traces de cette histoire dans la vie actuelle. Les entretiens recueillis témoignent d'histoires complexes ici apaisées, ou du moins dégagées d'un ressentiment douloureux, les personnes interviewées ayant trouvé un équilibre. Les témoins. Nous avons sollicité les psychologues de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime, accompagnant les personnes dans la consultation de leur dossier de placement. Puis, nous avons fait appel au réseau professionnel en exercice, chefs de service ou directeurs de maisons d'enfants, éducateurs et psychologues de placement familial, assistantes et assistants familiaux, familles de parrainage des enfants placés à l'ASE. L'Association départementale d'entraide des personnes ayant été placées, ADEPAPE, nous a également présenté à ses membres. Nous avons contacté toutes les personnes qui nous ont été adressées, en leur demandant si elles accepteraient d'évoquer leurs années de placement. Leur était-il possible d'en parler aujourd'hui ?
Nous leur avons précisé qu'il s'agissait d'un projet visant à leur donner la parole, afin d'éclairer les acteurs actuels des placements à l'ASE. Nous nous attendions à des refus, alors que seules 2 personnes ont décliné la proposition. Jamais la question de savoir s'il était bien utile de remuer ce passé ne s'est posée. Nous avons donc rencontré 23 témoins acceptant notre protocole. Un entretien unique d'une durée moyenne d'1 heure et demie, l'enregistrement sonore, la restitution de la transcription pour relecture suivie des modifications éventuelles et enfin la validation par le témoin lui-même. La plupart des prénoms ont été changés. En fin d'entretien, nous leur avons demandé pour quelles raisons ils avaient accepté de parler. Voici quelques exemples de leur motivation. En remerciement à l'éducation et aux soins reçus du service public, pour que mon expérience ne reste pas lettre morte, pour aider à ce que s'améliore la prise en charge des enfants, pour signifier que l'on peut s'en sortir malgré une histoire familiale perturbée. Par un hasard opportun, nos témoins présentent une grande pluralité. Par leur âge allant de 18 à 84 ans, la diversité de leur mode d'accueil pendant le placement, la nature du lien conservé avec leurs parents d'origine et enfin, selon l'implication professionnelle et humaine avec l'éducateur ou la famille d'accueil. Les traits de personnalité, les ruptures, les blessures subies, mais aussi les facultés de résilience propres à chacun imprègnent également chaque témoignage de façon singulière. Pour la plupart des personnes rencontrées, les placements ont duré de l'enfance à la majorité. Avant cela, certains ont été maltraités ou négligés dans leur famille d'origine en difficultés éducatives et socio-économiques. Des professionnels occupant diverses fonctions dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance ont accepté de répondre à nos questions, désirant à leur tour faire part de leur vécu et de leur expérience, de la nécessité d'une évolution progressive du dispositif se traduisant par une meilleure prise en compte des besoins des enfants. Enfin, nous avons tenu à préserver les différents niveaux de langage afin de restituer au plus près l'expression orale des entretiens. Il est à noter que les nominations mère, père, frère, sœur sont à prendre avec précaution et à mettre en perspective avec la situation de ces enfants placés. En effet, le mot mère peut être utilisé dans plusieurs acceptions au sein du même entretien sans gêner la clarté du propos. Cependant, pour aider le lecteur, nous avons ajouté des guillemets quand l'appellation se réfère à une dimension affective et non juridique. Le cadre juridique et institutionnel de la politique en faveur de l'enfance et de la famille. Le Code civil et le Code de l'action sociale et des familles évoquent les situations de danger dans les parties portant sur l'autorité parentale, titre IX du Code civil, ou sur les prestations délivrées par l'aide sociale à l'enfance, titre 2 du CASF. Selon le Code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des pères et mères conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public, article 375. Le CASF, en son article L22111, stipule quant à lui que le service de l'aide sociale à l'enfance apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leurs familles ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social. La loi du 24 juillet 1889 sur la protection judiciaire de l'enfance maltraitée protège pour la première fois l'enfant contre ses parents. Il ne suffit plus de nourrir, vêtir et loger les enfants, il faut les former pour qu'ils puissent travailler. L'ordonnance du 23 décembre 1958 sur la protection judiciaire de l'enfance en danger permettra au juge des enfants d'intervenir précocement sur une situation de danger. C'est la création de l'assistance éducative. La loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale modifiera les conditions de mise en place de l'assistance éducative, ainsi que celle de la déchéance d'autorité parentale. La famille reprend un peu sa place et ses droits. Les circulaires de 1969 et 1972 recommandent la mise en place du service unifié de l'enfance, coordonnant sur une base territoriale les services de la PMI,
la santé scolaire, l'ASE, la psychiatrie infanto-juvénile. La loi du 30 juin 1975 permet la mise en œuvre du secteur social et médico-social. Les lois du 17 juillet 1978 et du 11 juillet 1979 réglementent l'accès aux documents administratifs et par extension aux dossiers de placement. La loi du 6 juin 1984 réglemente le droit des familles dans leurs relations avec les services chargés de la protection de l'enfance et l'obligation de solliciter leur avis sur les modalités d'accueil de leurs enfants. La loi du 2 janvier 2002 s'appliquant aux établissements et services sociaux et médico-sociaux garantit le respect des droits des usagers et promeut l'innovation sociale et médico-sociale. C'est la mise en œuvre d'une démarche d'amélioration continue de la qualité du service qui est recherchée et que les établissements doivent dès lors adopter. Elle donne les moyens de s'assurer de la mise en œuvre effective de ces droits par les schémas départementaux et les documents obligatoires au sein des institutions, projets d'établissement, livrets d'accueil, contrats de séjour. La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et familiaux affirme l'ambition de la professionnalisation du métier d'assistant familial. L'accent est mis sur la structuration des parcours de formation et la consolidation de l'accompagnement. Il s'agit dès lors de favoriser une inscription plus nette des assistants familiaux au sein des équipes pluridisciplinaires référentes des enfants accueillis. La loi du 5 mars 2007 a largement réformé la politique de protection de l'enfance, appelant des ajustements en profondeur de la part des services départementaux, des établissements et services habilités, et des partenaires associatifs et institutionnels du département. Affirmation du caractère subsidiaire de l'intervention judiciaire, principe de l'accord parental comme critère de la prise en charge administrative, réintroduction des parents dans les suivis éducatifs. Déploiement du projet pour l'enfant, PPE pour garantir la mise en cohérence des accompagnements, la prise en compte des besoins des enfants et des jeunes ainsi que l'individualisation des réponses. La loi du 14 mars 2016 poursuit la réforme de la protection de l'enfance. En matière de qualité du suivi et d'accompagnement, affirmation du rôle clé du projet pour l'enfant, PPE, et meilleure prise en compte de la santé des enfants par la nomination d'un médecin référent au sein de l'aide sociale, mise en place d'une commission pluridisciplinaire pour l'examen de chaque situation. En matière de réponse de prise en charge, le régime du tiers accueillant bénévole est institué. Nombre d'enfants accueillis à l'ASE en France en 2013. Source INSEE 2014 Calcul de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, ONPE. Nombre d'enfants accueillis à l'ASE de Seine-Maritime au 31 décembre 2016. Mode d'accueil en Seine-Maritime au 31 décembre 2016. Source, ONPE octobre 2016. Enfants en danger, enfants protégés, quelles données chiffrées? Partie 1, le placement. Le DAS, à l'ASE, le parcours d'un professionnel. Le témoignage de Didier Le Guichard, éducateur spécialisé devenu chef d'établissement, introduit le contexte historique et social dans lequel s'inscrivent les histoires de placement évoquées dans ce livre. Son expérience, riche sur les plans professionnels et humains, couvre l'ensemble de l'évolution des pratiques de la DAS d'autrefois jusqu'à l'ASE d'aujourd'hui. Je suis entré à l'aide sociale à l'enfance en 1982, au moment où de nouveaux postes éducatifs étaient créés suite au rapport Bianco-Lamy, 1980, qui avait fait apparaître un dysfonctionnement important dans ces services. À l'époque, des assistants sociaux s'occupaient des enfants, mais pour moitié c'étaient des personnels administratifs qui géraient les dossiers des enfants de leur bureau, sans aller dans les familles. Selon la personnalité de l'assistant social en charge des enfants et son investissement professionnel, ceux-ci étaient plus ou moins soutenus et accompagnés chez leur nourrice. Les assistantes sociales géraient 150 à 200 dossiers chacune. Elles étaient regroupées en villes, se déplaçant sur leur secteur leurs jours de permanence. Elles voyaient alors les nourrices qui venaient avec les gamins, terme familier affectif souvent utilisé par DLG. Bien souvent ne venaient là que celles qui avaient des enfants qui posaient des problèmes. Tellement de problèmes que cela nécessitait d'aller en parler, ce qui veut dire qu'il y avait déjà bien le feu à la maison. En 1982,
J'ai été affectée au secteur d'Elbeuf, avec 150 dossiers d'enfants âgés de quelques mois à 20 ans. Le secteur géographique était immense, avec une permanence sur place une fois par semaine. On m'avait remis une liste de gamins avec les lieux de placement, nourrices ou établissements, dont j'ai fait le tour pour faire connaissance. Les nourrices n'avaient pas vu l'éducatrice depuis quelquefois 1 an, puisque l'essentiel de son temps était consacré à se rendre dans les familles où il y avait un problème. Lorsque tout allait bien ou bien lorsque la famille n'appelait pas, il y avait peu ou pas de visites. J'ai donc rencontré des familles d'accueil qui avaient beaucoup d'enfants, 3 ou 4, qui me regardaient d'un drôle d'air, me demandant ce que je venais faire. Puisqu'elles n'avaient pas appelé, il n'y avait pas de raison que quelqu'un vienne. J'ai rencontré des enfants dont les 3/4 ne voyaient plus leurs parents, n'avaient plus aucun contact avec eux. Un certain nombre avaient le statut de recueillis temporaires, depuis des années, sans que leur situation et celle de leur famille n'aient été étudiées à l'échéance de la mesure administrative. Il n'y avait presque pas d'écrit dans les dossiers, ou bien des choses pas toujours sympathiques. Lors des rares rendez-vous chez les juges des enfants, on entendait souvent « Il faut que le placement se poursuive parce que le contact avec les parents est rompu depuis 5 ans ou 10 ans. Il n'y a donc plus de raison que l'enfant reparte chez lui. » Quelques parents demandaient à voir leurs enfants, mais c'était toujours très difficile à mettre en œuvre, de la part de la nourrice comme du travailleur social. La pression était tellement forte de la part de l'institution, que je ne suis même pas sûre que le gamin aurait été en capacité d'émettre un désir réciproque. Jeune diplômé, entouré de professionnels bienveillants, j'apprends le métier avec un appétit féroce. Je m'inscris dans l'histoire du placement de l'enfant, je comprends qu'en dévalorisant ses parents, on le mutile, car on ne peut éduquer durablement un enfant sans ou contre ses parents. J'apprends à établir des relations avec des parents vindicatifs, voire violents. Dans l'année qui a suivi, j'ai rapidement pris le parti de l'enfant, ce qui n'a pas été sans heurts avec quelques nourrices. À partir du moment où j'ai osé dire les choses, à m'opposer, elles ne comprenaient pas, car depuis 5, 10 ou 20 ans elles travaillaient pour la DAS sans qu'il y ait jamais eu de problème. Donc le problème c'était moi puisqu'avant tout se passait bien. Les débuts sont difficiles. Certaines nourrices ne voient pas d'un bon œil mes visites spontanées et s'étonnent de cet éducateur qui s'enquiert de l'évolution de l'enfant, de ses conditions d'accueil, de ses progrès, de ses désirs et besoins. En demandant à voir leur chambre, cela m'a permis de découvrir que certains enfants n'en avaient pas, qu'ils dormaient sur le palier, en 1983, ou sur le canapé du salon. Certains enfants n'osent pas s'exprimer devant leur nourrice. Le risque est grand de devoir rendre des comptes ensuite. Ils ne sont guère habitués à ce qu'un professionnel s'intéresse à eux. De surcroît, je m'enquiers du sort des parents et des visites qu'ils rendent à leurs enfants. Quasi invariablement, les parents ne donnent plus signe de vie depuis longtemps ou bien, lorsque quelques visites ont lieu, l'enfant est décrit dans les jours qui suivent comme en étant perturbé. De ce fait, il vaudrait mieux, selon la nourrice, qu'il ne voie plus ses parents. J'étais alors sans cesse dans la négociation, l'empathie et la bienveillance afin de rassurer les enfants, les nourrices, les parents. Les gamins l'ont senti. Cela m'a permis de commencer à tisser un vrai lien de confiance avec eux. Lors de mes visites, je souhaitais voir les enfants seuls. Je demandais à la nourrice, « Où puis-je m'installer ?» Certaines me disaient, « Pas ici, je suis en train de cuisiner. » Dans le salon ? Non, je viens de faire mon pavé. Alors je disais, « Ce n'est pas grave, je vais aller dans ma voiture. » On allait faire un tour en voiture, et on revenait. Ainsi, petit à petit, je me suis inscrit dans le travail de façon intuitive, tout en échangeant avec les collègues et en me documentant sur le placement familial. Une formation au COPES contribuera à me faire prendre conscience de la nécessité d'une action globale, concertée et précoce pour aider à l'établissement ou au rétablissement de relations positives entre l'enfant et l'adulte. Je suis amenée à travailler dans des quartiers difficiles, notamment dans une cité de transit dont nombre d'enfants confiés à l'AS sont issus. Les premières rencontres ne sont pas simples. Je vais d'une cage d'escalier à l'autre rencontrer les parents des enfants placés. Réintroduire leur place de parents me permet d'être tolérée, à défaut d'être acceptée. Rapidement, ils comprennent que je ne viens pas pour leur faire des reproches ou les embêter, mais simplement pour leur demander pourquoi ils ne voient plus leur enfant. Après quelques mois, le lien qui s'était distendu au sein de certaines familles a pu se rétablir.
Tout cela m'a rapidement convaincu de ce que devait être le métier d'éducateur. Il s'agissait de choisir son camp et il n'y en avait qu'un seul possible dans cette fonction, celui du gamin. Accepter de l'écouter, écouter son désir, prendre en considération ce qu'il disait, quitte ensuite à y revenir et travailler dessus. Les gamins sont placés parce qu'il y a des dysfonctionnements familiaux, des parents défaillants, et je m'apercevais que cela avait à payer pour ce que ceux-ci avaient fait ou n'avaient pas fait à leur égard. Cela leur ôtait le droit de prendre la parole sur les raisons de leur placement. Je pense que les enfants ne se sentaient pas le droit d'en parler parce qu'ils portaient une culpabilité, celle d'une supposée faute que les parents auraient commise. Je ne pouvais m'empêcher de penser que certaines nourrices leur faisaient payer un peu cela, comme si les enfants étaient responsables de leur propre placement. Elles avaient la conviction que moins l'enfant verrait ses parents, moins il serait connecté à son histoire et moins il serait difficile à la maison. Combien de fois avons-nous entendu ? Quand il revient de chez ses parents, il faut tout recommencer, il faut tout refaire. Ainsi, les familles d'accueil se sont trouvées dans une situation où je les remettais en cause sur leur capacité éducative, ce qui ébranlait d'ailleurs aussi leur rôle de parents auprès de leurs propres enfants. Dans les années 1980, le statut d'assistant familial n'était pas encore appliqué et aucun plan de formation n'avait été pensé. La famille d'accueil était donc d'emblée placée dans la situation de parents idéaux, ce qu'elle avait approuvé d'une certaine façon. Mais elle n'en avait pas forcément la capacité. Elle n'avait pas été formée, et elle ne s'était pas interrogée sur ses motivations pour faire ce métier-là, motivations que le service employeur n'avait pas explorées non plus. Quant au conjoint, on ne s'y arrêtait pas. Faute d'une réflexion sur le sens pour un enfant d'être séparé puis accueilli sans préparation dans une famille qu'il ne connaît pas, faute d'une réflexion avec les familles qui accueillent un enfant qui n'est pas le leur et pour lequel elles sont rétribuées, sans véritable contrôle de leurs capacités éducatives ni d'exploration de leurs motivations, autres que financières, il n'était pas rare que les enfants soient victimes de mauvaises conditions de prise en charge dans certaines familles. En changeant de poste pour Pavilly, je n'avais plus que 70 situations à suivre. La situation était similaire, les paniers de Noël en plus. Une bouteille de calva, un poulet, etc. offerts par des nourrices. Quand j'ai dit « il n'en est pas question », elles n'ont pas compris. Une jeune fille que je suivais est devenue éducatrice et elle m'a téléphoné 10 ans plus tard quand je dirigeais l'Institut médico-pédagogique, IMP, pour avoir un conseil car sa mère était décédée. Je lui ai demandé pourquoi c'est moi qu'elle appelait. Elle me dit « mais vous êtes mon éducateur ». J'ai alors pris conscience de l'empreinte que l'on peut laisser chez certains enfants. Pour qu'une jeune femme de 30 ans, devenue éducatrice, considère que je suis son éducateur. Beaucoup d'enfants m'ont appelé quand je travaillais à l'IMP. Ils voulaient savoir où me trouver si besoin. Du bout de la France, Cédric m'appelait tous les ans pour me souhaiter la bonne année et quand il revenait chez son assistante familiale en vacances, il venait me dire bonjour. Une autre fois, un ancien de l'AS vient me voir à l'IMP. Je le reconnais de loin, mais je ne retrouve pas son prénom. Il me tend la main et juste à ce moment son prénom me revient. Bonjour Julien. Et là, il se tourne vers sa copine. Tu vois, je te l'avais dit qu'il se souviendrait de mon prénom. C'était à ne pas rater, je faisais partie de son histoire. Les familles d'accueil n'ayant pour la plupart pas fait d'études poussées, il leur était difficile, lorsqu'un enfant avait des capacités scolaires, de l'aider à se projeter dans des études supérieures, d'autant qu'il se retrouverait en concurrence avec les autres enfants moins performants placés ou ceux de la famille elle-même. C'était une grande partie du travail de l'éducateur que de susciter, accompagner, soutenir les jeunes qui suivaient des études. Ce qui était difficile pour les enfants, c'était d'essayer de se conformer au mieux aux attentes de la famille d'accueil sans faire état du lien perdu avec leurs parents. Ils avaient l'intuition que la réactivation, l'évocation de ce lien les mettrait en danger, parce que cela placerait tout de suite la famille d'accueil en rivalité. Les gamins, même tout petits, ont cette notion-là qui vient prendre corps et construire quelque chose de leur personnalité. Dès l'instant où l'enfant pénétrait chez sa nourrice, il avait, au-delà de sa propre difficulté à vivre son statut d'enfant placé, à garder en lui, secrètement, le lien fragile qui l'unissait psychiquement à ses parents. Montrer de trop forts signes d'attachement à leur égard risquait de lui nuire.
J'ai quitté l'AS en 1996 et beaucoup de choses ont changé pendant ces 14 années, surtout avec l'arrivée des inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance. C'étaient des gens formés, jeunes, avec qui l'on pouvait parler des enfants. Ils ont vraiment modernisé le service en faisant notamment respecter le droit de chacun, de l'enfant, des familles, le code civil. C'étaient des professionnels exigeants par rapport à nos écrits sur les enfants. Quand nous les informions sur leur évolution, leur développement, leur personnalité, ils y étaient sensibles, ne demandant pas seulement « Où est-il et combien cela coûte ?» Avant leur arrivée, nous faisions peu de rapports écrits. Les juges des enfants sont aussi devenus beaucoup plus présents, car plus nombreux. Ils étaient davantage au fait de l'histoire et de l'évolution de l'enfant. Le service unifié de l'enfance a été conçu, ce qui a permis le travail en réseau avec les éducateurs du milieu ouvert, les assistantes sociales, les puéricultrices. Un vaste chantier où il s'agissait de faire travailler ensemble des corps de métier qui s'ignoraient presque mais qui poursuivaient les mêmes missions. Assurer la protection de l'enfance. L'arrivée des psychologues a correspondu à la multiplication du nombre d'éducateurs. 30 et 40 ont dû être recrutés dans ces années-là, installés sur les secteurs et non plus dans les seules agences du Havre, Neuchâtel, Rouen et Dieppe. Tout cela a modifié le regard porté sur les enfants. La mise en place de groupes de travail a été très bénéfique pour réfléchir sur la notion de placement, sur le lien familial, sur ce qu'est une maltraitance, notion autour de laquelle, par exemple, nos avis divergeaient. Prendre le parti de l'enfant nécessite parfois que l'on s'engage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.